Épisode Focus. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode aujourd'hui focus sur le syndrome douloureux régional complexe. Et on fait ça avec le docteur Sylvie Berciot. Bonjour Sylvie, tu es responsable du centre d'évaluation et du traitement de la douleur, CETD pédiatrique à Bordeaux. Merci de venir nous expliquer tout ça, c'est un peu compliqué. Le syndrome douloureux régional complexe, SDRC, anciennement appelé algoneurodystrophie, beaucoup de mots là au début pour quelque chose que tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que c'est en fait le SDRC ? Alors bonjour et merci de m'avoir invité à parler du SDRC. Donc effectivement, ce syndrome douloureux régional complexe, rien que son nom est complexe. C'est effectivement un syndrome, comme son nom l'indique. Donc ça va être quelque chose qu'on va diagnostiquer sur des critères cliniques, ça veut dire sur des symptômes que vont présenter les enfants. Globalement, ça va être un symptôme qui va toucher un des membres, donc plutôt un os, une articulation, une partie du corps ostéo-articulaire, avec cette articulation, ce membre, cette région du corps qui va devenir très douloureuse, difficile à utiliser, donc il va y avoir une perte de la fonction, de la mobilité, et avec des petits changements de coloration au niveau de la peau. Alors en soi, c'est un diagnostic qui peut être fait avec des critères. Il y a des critères qui existent pour diagnostiquer ce SDRC, donc des critères cliniques précis. Ok. Est-ce que ça fait suite à quelque chose ? Il n'arrive pas de lui-même, spontanément ? Alors ce syndrome douloureux régional complexe, il peut arriver suite à un événement. Alors ça peut être quelque chose de très bénin finalement. Ça peut être se cogner tout simplement, ou alors à la suite d'une entorse, d'une fracture, d'une opération. Et parfois, ça peut arriver spontanément, mais c'est plus rare, mais ça peut arriver spontanément. Donc effectivement, on recherche toujours au début, dans l'histoire des symptômes, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur initial, plutôt d'ordre traumatique. Ok. Est-ce qu'il y a une structure lésée, une fracture, un nerf abîmé qui est mis en évidence dans ces moments-là ? Alors, quand c'est à la suite d'un traumatisme au départ, il peut y avoir eu une fracture, un ligament abîmé, une entorse ou une opération. Ça, effectivement, il y a une lésion initiale, mais cette lésion, elle va guérir. Et ce qui va perdurer, c'est des douleurs, alors même que la lésion initiale a guéri. Et ces douleurs, elles vont être très intenses par rapport à ce qu'on s'attendrait à voir. D'accord. Il y a une sorte d'indépendance qui se met à exister par rapport à la lésion initiale. Exactement. C'est comme si la douleur tournait un petit peu en boucle toute seule. Ok. On peut définir ces critères pour savoir si on est face à un SDRC ou pas, anciennement appelé algoneurodystrophie. Oui, il y a des critères précis donc, qui s'appellent les critères de Budapest. C'est des critères cliniques. Donc, d'abord, ça va être qu'il y ait une douleur qui persiste de façon disproportionnée, c'est-à-dire trop importante par rapport à l'événement de départ, à l'événement initial. Ensuite, il faut que l'enfant rapporte au moins un symptôme dans plusieurs catégories. Donc, il y a 4 catégories de symptômes qu'on peut avoir. Et il faut qu'il rapporte un symptôme dans au moins 3 catégories sur 4. Okay. Alors, c'est quoi ces catégories de symptômes ? Ça va être des symptômes sensoriels, comme par exemple sentir trop fort les choses, ou alors qu'on va juste toucher la zone, l'enfant va ressentir de la douleur, une allodynie. Ça peut être des symptômes, on dit, vasomoteur, ça veut dire l'endroit va devenir chaud ou froid, ou au contraire rouge ou blanc ou bleu. Ça peut être des symptômes, on dit sudomoteurs, avec de l'œdème ou de la transpiration localisée, ou encore des symptômes moteurs ou trophiques. Donc ça veut dire que on va avoir une diminution d'une amplitude d'une articulation ou une diminution de la fonction. On va pouvoir marcher bien comme il faut ou utiliser une main comme il faut. Associé, on dit, à des troubles trophiques, ça veut dire souvent les muscles s'atrophient un petit peu parce qu'ils sont moins utilisés. Donc, on a une amyotrophie et au niveau des ongles, de la peau qui peut être plus sèche, plus cartonnée, les ongles qui sont plus cassants, plus fragiles. D'accord. Donc ça, dans ces symptômes, il y en a au moins un symptôme dans 3 catégories des 4 qu'on a cités que l'enfant rapporte. Et puis, à l'examen clinique, le médecin va observer, lui, au moins un symptôme dans 2 des catégories. Et tout ça ne peut pas être expliqué par une autre pathologie. Donc voilà un peu les critères qui sont, tout comme le nom,
douloureux et complexe. Alors pour écarter donc les pathologies dont tu parlais, il y a donc initialement des imageries ou des bilans biologiques à faire? Alors, pour faire le diagnostic en soi, c'est un diagnostic qui peut être clinique. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'examen complémentaire qui va affirmer le diagnostic d'algoneurodystrophie ou de syndrome douloureux régional complexe, c'est la même chose. Par contre, il y a des examens qui peuvent permettre d'éliminer des causes secondaires. Par exemple, s'il y a eu une fracture, s'assurer avec la radio que la fracture est bien consolidée, s'il y a eu une opération, qu'il n'y ait pas d'infection post-opératoire, et etc., etc. S'assurer que la lésion initiale est bien guérie et ou qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre qui soit apparu. Donc les examens, ils sont plutôt là pour dire qu'ils sont normaux, en fait, ce qui rend parfois un peu l'enfant et les parents perplexes, puisque tout est normal. Alors il y a un examen qui est un peu débattu, j'en dis un mot, c'est la scintigraphie osseuse, qui lui parfois est décrit comme pouvant faire le diagnostic d'algodystrophie, de syndrome douloureux régional complexe, mais qui en réalité peut être anormal et orienté vers ça, ou être normal et pour autant il y a un syndrome douloureux régional complexe. Voilà. L'IRM ? L'IRM peut aussi être un examen qui ne sert pas au diagnostic, mais sur l'IRM, des fois, on peut trouver des stigmates évocatrices d'algoneurodystrophie, mais c'est pas officiellement ça qui va permettre de faire le diagnostic. D'accord, parce que IRM chez l'adulte, c'est devenu un petit peu l'élément numéro 1 à réaliser, ou en tout cas qui permet le diagnostic. Pas forcément en pédiatrie. Non, pas forcément en pédiatrie. On reste sur des critères assez cliniques. Après, souvent, vu que la douleur, elle est disproportionnée, très intense, c'est des enfants qui ont souvent eu déjà beaucoup d'examens complémentaires. Et certains enfants ont une IRM normale avec une authentique algoneurodystrophie. D'autres ont une IRM anormale et effectivement, ils ont ce syndrome douloureux régional complexe. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais d'amyotrophie parce que il se peut parfois que le patient ou la patiente se mette à vraiment oublier son membre, si c'est une main, à ne plus l'utiliser, si c'est un pied, à le laisser un petit peu dans sa mobilité de côté. C'est assez impressionnant d'avoir ce côté pédiatrique, c'est la même chose? Oui, effectivement. Il y a des enfants dans ce contexte-là qui vont plus du tout utiliser une partie de leur membre ou carrément un membre entier. Donc ça peut être de plus du tout utiliser une main, une épaule, un coude, un membre supérieur complet ou au niveau du membre inférieur, le pied, le genou, la cheville. Il peut y avoir des fois des différences de 2 à 3 cm de diamètre au niveau des cuisses, des mollets ou des bras entre le membre qui est malade et le membre qui est sain. Donc effectivement, on parle parfois presque d'héminégligence, c'est-à-dire que l'enfant va oublier cette partie du corps qui est douloureuse, ne plus l'utiliser et presque ne plus l'intégrer dans son schéma corporel en fait. Ok, très intéressant. Comment on va prendre en charge ces patients? Est-ce qu'ils sont possiblement gérés par le médecin traitant ou ça demande des structures spécialisées comme le centre de la douleur par exemple? Alors bien souvent, dans ces syndromes-là, il y a un retard au diagnostic. D'abord parce que c'est méconnu chez l'enfant. Souvent, on a le discours de « mais ça ne peut pas exister chez l'enfant », donc ça crée des errances diagnostiques. Donc, il y a ce retard-là. Après, la prise en charge, elle peut tout à fait être initiée au départ par le médecin traitant. Tout dépend de l'intensité des symptômes. C'est-à-dire qu'un enfant qui va commencer à avoir des douleurs, on dit, plus intenses, avec une sous-utilisation, eh bien, tout l'enjeu, ça va être de l'identifier précocement, de remettre rapidement du mouvement. Donc, c'est de ne surtout pas immobiliser quand on a une algodystrophie, au contraire, de remettre du mouvement, de prévoir des prises en charge un peu globales. Et ça peut déjà être initié par le médecin traitant. Après, quand ça devient vraiment très installé et que parfois, il y a des enfants, on ne supporte plus qu'on les touche. Et ça peut être des enfants qui dorment avec un arceau au-dessus de la jambe dans leur lit, qui ne mettent plus de chaussures, qui ne mettent plus de chaussettes, qui ne mettent que des vêtements amples au niveau des membres supérieurs pour pouvoir les passer, ou qui mettent que des chemisiers pour ne plus avoir à enfiler les vêtements. Donc quand on en est à des répercussions comme ça, et souvent ça a des répercussions sur la scolarité, donc ils sont absents ou ils arrêtent carrément leur scolarité, ils arrêtent leurs loisirs. Quand on est à des situations aussi sévères, le recours à une structure douleur est quand même indiqué, et idéalement une structure douleur pédiatrique quand il y en a proche de chez eux. Ok. Donc, quel va être l'enchaînement des thérapeutiques, les lignes de thérapeutique, comme on dit? Qu'est-ce qu'on met en priorité? Donc, en priorité, on va faire une prise en charge d'abord d'une évaluation globale de l'enfant.
dans quel contexte sont survenues ces douleurs, dans quel contexte général il se trouvait, familial, scolaire, émotionnel. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs associés que le traumatisme initial, ou s'il n'y a pas eu de traumatisme initial, que s'était-il passé à ce moment-là? Et puis ensuite, ça va être des prises en charge personnalisées. Tout l'enjeu, ça va être de jouer notamment sur cette hypersensibilité. Ce qui se passe, c'est que on a un système nerveux qui permet de faire bouger les muscles. Donc ça, c'est le système nerveux moteur, on va dire. Il y a le système nerveux sensoriel, celui de la sensibilité, qui va nous faire dire c'est chaud, c'est froid, ça pique, ça brûle, etc. Et puis après, il y a un système nerveux qu'on appelle un peu autonome. Et ce système nerveux-là, notamment dans l'algodystrophie, c'est lui qui va donner ces phases où ça peut être très chaud, gonflé, ou au contraire très froid et plus blanc. Et ce système nerveux autonome, normalement, est à l'équilibre. Et là, il va se déséquilibrer. Et donc, cette sensibilité va également se déséquilibrer, devenir hypersensible. Et du coup, le cerveau reçoit ces informations de trop de douleur, trop de troubles vasomoteurs, et il va envoyer un message de « on ne bouge plus ». Et donc, ça va être d'inverser tous ces mécanismes-là avec des prises en charge globales. Donc, ça va être une prise en charge rééducative qui va être vraiment primordiale, donc en kinésithérapie. Une kinésithérapie qui doit être douce, c'est-à-dire que tout l'enjeu va être de dire à l'enfant de rebouger, mais de savoir s'arrêter quand ça devient trop douloureux. Donc, il y a des moments où on va lui demander quand même de prendre sur lui, où ça fait un peu mal, mais suffisamment tolérable. Quand ça devient trop compliqué, on s'arrête. Et puis, petit à petit, il va se rendre compte que de jour en jour, il va pouvoir aller de plus en plus loin dans ce qu'il fait. Parce qu'il y a cette notion aussi de parfois une algo qui pourrait être provoquée par une rééduque un peu trop brutale, massive. Tout à fait. C'est vrai qu'il faut une rééducation mesurée. Donc, il faut quand même les faire bouger et leur dire oui, ça peut être un peu compliqué au début, mais il ne faut pas non plus trop forcer. Les prises en charge en balnéothérapie peuvent être intéressantes chez l'enfant avec la limite de taille. Il faut qu'ils aient assez pieds dans la piscine pour pouvoir être pris en charge. Mais il y a des balnéothérapies quand même pour les enfants. Ça se trouve quand même malgré tout. Ça va être une prise en charge également globale avec le retentissement moral et psychologique de ces douleurs. Donc une prise en charge psychologique souvent est bien indiquée. Et des prises en charge psychocorporelles. Donc l'apprentissage de techniques pour mieux gérer les douleurs, comme la relaxation, la sophrologie, l'hypnose. Et puis aussi, il y a des techniques physiques qu'on peut utiliser, comme la TENS, des électrodes qu'on va pouvoir poser sur le trajet douloureux. Alors, quand la zone est trop douloureuse, on les met un peu à distance. Et après, chez l'enfant, arrive un peu en dernier recours, mais c'est vraiment pas en première ligne. Parfois, des thérapeutiques médicamenteuses qu'on peut utiliser pour faire baisser un peu ces douleurs neuropathiques parfois, avec des composantes neuropathiques, donc liées à des lésions du système nerveux sensitif. Et on peut parfois utiliser des thérapeutiques soit locales, soit par la bouche. Mais c'est vraiment pas ce qui est au cœur de la prise en charge. Le cœur de la prise en charge, elle va être rééducative et une prise en charge globale. Ok. La place des parents, vous les prenez en consultation, vous expliquez tout ça ? Oui, quand on reçoit les enfants en consultation, on reçoit d'abord l'enfant et ses parents. Il y a toujours un temps où ensuite on revoit l'enfant tout seul. Il y a toujours un temps où après on refait un débriefing avec tout le monde. Donc oui, on prend en compte évidemment l'environnement familial. Dans les consultations de suivi, on voit d'abord l'enfant tout seul pour qu'il nous raconte un peu comment ça a évolué. Puis on le revoit avec ses parents. D'accord. Ce qui est important, c'est qu'il faut que l'enfant soit acteur de sa prise en charge. Voilà, Okay. Il faut qu'il ait compris, qu'il soit motivé. Et parfois, c'est des prises en charge qui peuvent s'inscrire dans le temps. Parfois, il y a besoin aussi de prise en charge en rééducation, en centre de rééducation, centre médical de réadaptation, où là, ils vont faire des séjours de rééducation en internat pour retrouver une fonction, passer un cap. Il t'arrive de devoir faire des PAI pour adapter la scolarité de l'enfant ? Alors ça arrive effectivement quand les répercussions sont très importantes, qu'il y a une grande déscolarisation, que la journée entière est compliquée à tenir. On se met en lien avec les équipes médecins scolaires, infirmières, équipes éducatives. Et on peut mettre en place des fois des emplois du temps aménagés. On peut aussi adapter la pratique du sport dans l'établissement scolaire. Donc ça peut être soit parfois des dispenses totales, mais c'est pas le plus fréquent. Souvent, on essaie de mettre en place des prises en charge de sport adaptées. C'est-à-dire, on explique au professeur, on explique ce qu'il peut faire. Il peut participer au cours, mais il pourra peut-être pas courir ou tenir une raquette, mais qui est quand même un minimum d'activité physique. C'est vraiment le maître mot, de continuer à bouger. Pas de brutalité, pas d'arrêt, juste ce qu'il faut en fait. Il faut trouver un juste milieu. Quel est le devenir, comment va évoluer un syndrome douloureux régional complexe chez un enfant ?
Généralement, l'évolution, elle est quand même plutôt favorable. Alors, c'est très variable. Il y a pas ce serait mentir que de donner un délai de guérison, mais le pronostic est quand même plutôt favorable chez l'enfant avec des récupérations qui sont complètes. La durée peut être variable et parfois, il peut y avoir des petites rechutes. C'est-à-dire ça va mieux, l'enfant n'a plus de douleur à récupérer et puis quelques mois, quelques semaines après, quelques années après, ça peut des fois récidiver. Mais globalement, l'évolution est plutôt favorable. En combien de temps ? On sait, une fourchette ? C'est très difficile de dire si on se base sur des données de la consultation. Moi, j'ai pu avoir des enfants qui se sont améliorés en quelques semaines, quelques mois, et puis d'autres, ça a pris quelques années. Donc, c'est vraiment très, très, très enfant dépendant. Et puis, ça dépend de l'algodystrophie, au bout de combien de temps elle a été diagnostiquée, et puis de l'environnement aussi autour de l'enfant. Alors, il faut rien dire Alors, il faut pas faire d'affirmation non plus, mais c'est normalement un SDRC, quelque chose qui ne se chronicise pas dans le temps. Normalement, non. On arrive à avoir des enfants qui sont très facilement en rémission durablement, mais ça peut prendre du temps, par contre, pour y arriver. Ok. Sylvie, merci beaucoup, c'est très clair. Merci encore, et puis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci, Sylvie. Merci à toi. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.